De Panorama sur Europe 1 jusqu'à 19h, Emmanuel Macron veut mettre les jeunes au sport, les élèves au sport, il l'a dit en cette rentrée, il devrait le redire très très bientôt. Oust les gymnases poussiéreux où 30 élèves endormis traînent des pieds en tentant péniblement de franchir le saut en hauteur. Vive les installations à l'américaine, les campus qui serviraient tous les jours. Bonsoir Coralie Bénèche. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire général du SNEP FSU. Bonsoir à vous Olivier Giraud. Bonsoir. On vous connaît en tant qu'ancien capitaine de l'équipe de France de handball. Vous êtes directeur aujourd'hui de l'Union nationale du sport scolaire et vous sortez dans quelques jours ce livre, Le Sport Power. Il est urgent, dites-vous, de reconsidérer la place du sport à l'école et d'en faire la pierre angulaire de la citoyenneté de demain. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais d'abord, bonsoir à vous Capucine Patouillet. Bonsoir Pierre. Depuis septembre 2022, depuis l'année dernière, les élèves français en classe de primaire sont censés faire 30 minutes d'activité physique quotidienne, tous les jours à l'école, sauf que malheureusement, on serait loin du compte. Oui, enfin c'est ce qu'affirmait la ministre des Sports et des Jeux Olympiques Amélie Oudéa-Castéra en début de semaine. Selon elle, 10 à 15% des écoles primaires ne seraient pas, je cite, rentrées dans la pratique de ces 30 minutes au quotidien. C'était pourtant une volonté et une annonce du chef de l'État en juin 2022 lors de sa visite à Marseille. La ministre souligne d'ailleurs que selon des enquêtes de terrain, des difficultés d'accompagnement des professeurs des écoles ont été constatées. Un bilan mitigé pour une mise en place après une expérimentation dans 7000 écoles et un projet inspiré des méthodes écossaises à l'initiative du comité d'organisation de Paris 2024. Et ce, alors que le président a annoncé la semaine dernière à Orthez vouloir passer à terme à 1 heure par jour en primaire et généraliser 2 heures de sport en plus de l'EPS dans les collèges à l'horizon 2026 pour, je cite, construire une nation sportive. Bref, on est encore loin du compte en ce qui concerne le modèle américain qui veut que chaque personne ait une véritable culture du sport. Oui, inculqué dès l'école avec 3 fois 1h30 de sport par semaine pour les élèves, avec une note comptant parfois autant plus que celle des autres disciplines, et encore plus importante dans le cursus universitaire, puisque des bourses d'études peuvent être allouées pour des étudiants justifiant de bons résultats en sport dans leur dossier scolaire. Une situation qu'a déploré Tony Parker chez nos confrères de France 2 cette semaine. Pour l'ancienne star du basket, les JO, je cite, représentent une belle opportunité pour montrer à la nouvelle génération à quel point il est important de faire du sport tous les jours, même si ce n'est que 30 minutes, pour que la France rattrape précisément son retard sur les États-Unis. Merci Capucine Patouillet. Alors c'est vrai que jamais les présentateurs ne doivent parler de leur expérience personnelle, mais pour avoir été scolarisé à la fois aux États-Unis, dans un pays frontalier de la France et en France, c'est vrai que quand on arrive des États-Unis où il y a un grand campus et on vous dit que la note de maths compte autant que la note de sport et qu'ensuite vous arrivez en France avec ces fameux gymnases poussiéreux, j'avoue que je parlais de mon expérience professionnelle, personnelle, avec effectivement ces cours de sport où on était tous endormis, on était 30 et on était face à un prof d'éducation physique qui faisait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il avait. Et sans doute, cette école des années 80 dont je vous parle, avec des ustensiles et un matériel des années 50, on était quand même très très loin de... Coralie Bénèche, quel est l'état des lieux justement et le profond sentiment des profs d'éducation sportive, les profs de PS? Alors, je vais revenir juste sur certains de vos propos, parce que nous, on a fait une enquête il y a 2 ans, une grande enquête de l'éducation physique et sportive, et les élèves adhèrent majoritairement à l'éducation physique et sportive. Donc ça, c'est la première chose. Il y a plus d'élèves qui traînent des pieds. Il y en a qui traînent des pieds, bien sûr, mais ils adhèrent majoritairement à l'éducation physique et sportive, ce qui est important. Après, sur la question des gymnases et des installations sportives, on va se retrouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un manque d'investissement considérable pour avoir accès à des installations sportives qui sont normées et qui permettent d'accueillir des classes importantes, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, et encore 30 élèves... Vous êtes plutôt optimiste, puisque dans certaines classes, nous avons plus de 36 élèves, notamment en lycée, ce qui est problématique aujourd'hui. Et je rappellerai juste que cette problématique est liée aussi au fait que depuis 2017, il y a eu 1000 postes de professeurs d'EPS qui ont été supprimés. Et donc, obligatoirement, les effectifs augmentent. Et vous avez raison, quand on a 30 à 35 élèves par classe, c'est très compliqué. Alors, comme par magie, on a l'impression qu'à 1 an des Jeux Olympiques, on commence à bouger. Le président de la République a envie de faire belle figure. Alors, du coup, il envoie sa ministre des Sports faire un constat alarmant des installations sportives. Et puis, on a envie de tout d'un coup, on découvre l'Amérique. On se dit, tiens, il faudrait peut-être faire ça. C'est le sens de votre livre qui sort la semaine qui vient, Olivier Giraud.
livre? Le sens du livre, c'est déjà d'expliquer ce que c'est le sport en France. Et c'est vrai que j'ai entendu tous ces clichés sur le sport américain, le sport anglo-saxon, où on parle de la nouvelle gouvernance du sport français, du modèle français. Est-il efficient ? Je dis oui, il l'est. Et finalement, cette particularité de la France, c'est de toujours voir le verre à moitié vide. Le système américain, je peux en parler, puisque ma jeune fille qui a 17 ans est dans le système de high school américain, et pour un sport qui est compliqué à insérer à l'école, si on veut devenir professionnel de ce sport, c'est le golf. Et que finalement, ce que je connaissais du système américain, comme tous, eh ben, je l'ai appris par ma fille. Mais par contre, ce que je sais, c'est que notre modèle, c'est un modèle extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, n'importe quel âge que vous avez, de 5 à 77 ans, vous pouvez trouver un club à côté de chez vous et prendre une licence et faire ce sport. Ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Évidemment, les Américains... Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, c'est payant, ça coûte très cher. Alors, il y a plusieurs modèles dans le sport américain. Il y a moins de subventions, c'est pas dans le modèle économique, ça c'est sûr. Alors, il y en a énormément, par exemple, dans les public schools, celles où on voit tous les attentats, tout ce qui peut se passer, qui sont très pauvres, où la sécurité est très basse. Mais par contre, il y a 4 heures de sport qui sont prévues pratiquement tous les jours pour ces élèves, pour qu'ils puissent accéder à une bourse. Dans les écoles privées, c'est un petit peu moins de sport. Mais par contre, quand vous sortez de l'université, quand vous sortez de l'université, soit vous êtes un sportif de haut niveau, soit vous consommez le sport. Et que ce modèle-là, moi, je ne le prône pas du tout, parce qu'au final, il n'y a plus personne qui fait de sport aux États-Unis, à part les sportifs de haut niveau. Vous voulez dire qu'il y a une sorte de ségrégation ? Mais il y a une ségrégation, et puis même elle est économique, puisque ceux qui consomment le sport, et vu qu'ils en ont fait jeunes lorsqu'ils étaient en high school, eh ben, remplissent les stades. Finalement, le sportainment est né pour ce cas-là. Notre modèle est totalement différent. Totalement différent. Quand il y a les professeurs de PS le mercredi, ce qui n'est pas dit, c'est qu'il y a 335 millions d'euros qui sont mis par l'État pour ces professeurs de PS. Ça veut dire que ça ne rentre pas dans leur salaire classique. Mais alors, 335 millions d'euros, là vous sortez un chiffre, moi je ne sais pas à quoi ça correspond encore, Ali Bénèche. On peut vous le dire. Non, mais c'est beaucoup d'argent, mais on ne sait pas. C'est la mise à disposition. Par rapport à quoi ? Par rapport au budget ? Quel est le budget de l'éducation nationale en entier ? Quel est le budget du sport en France en général ? Le budget de l'éducation nationale en entier, il est de 65 millions d'euros, dont une grande partie sert à payer les fonctionnaires. Donc, en fait, il ne faut pas regarder le budget de l'éducation nationale, il faut le regarder de manière détaillée. Quelle est la part des salaires et quelle est la part de ce qu'on peut utiliser pour développer l'éducation nationale. C'est deux choses différentes. Coralie Bénèche. Oui, je crois qu'il y a un formidable outil quand même en France, c'est l'éducation physique et sportive à l'école, de 3 heures en tout cas en école élémentaire, et ensuite de 4 heures en 6e, 3 heures au collège. Par semaine. Par semaine. Bien sûr que nous, alors, moi je peux vous en parler, le SNEP FSU revendique au moins 4 heures. Donc, on peut en parler. Nous, on pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une nécessité de faire plus d'éducation physique et sportive. Je le dis comme ça parce que ça regroupe tout un tas d'objectifs qui ne se cantonnent pas à la santé, par exemple, ou à l'APQ, alors l'activité physique quotidienne. Nous, on parle de gigotage. Voilà comment parce que derrière, il n'y a pas de formation. Et en plus, ça enlève du temps à l'éducation physique et sportive. En tout état de cause, l'éducation physique et sportive, aujourd'hui, c'est le seul endroit, en fait, où c'est obligatoire pour tout le monde. Exactement de 3 ans, à partir du moment où on rentre à l'école maternelle, jusqu'à 18 ans, à peu près, au moment où on finit Sauf quand on a une dispense médicale. Bon, ça, c'est normal. Sauf quand on a une dispense, bien sûr, mais aujourd'hui, y compris, on parle plus de dispense, mais d'inaptitude, qui permettent d'intégrer un certain nombre d'élèves dans la pratique de l'éducation physique et sportive et des activités physiques, sportives et artistiques. Mais quand la ministre des Sports dit que 10 à 15% des écoles primaires ne seraient pas rentrées dans la pratique de ces 30 minutes au quotidien ? Il y en a même plus. Ouais. En fait, mais parce qu'il faut bien concevoir que aujourd'hui, on a imposé l'activité physique quotidienne en plus de tout le temps scolaire. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'en fait, l'activité physique quotidienne, elle est faite au détriment de l'EPS. Au détriment de l'EPS parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'installation sportive. Souvent, c'est ce qui manque pour l'éducation physique et sportive. Et puis aujourd'hui, on a enlevé
quasiment 50% dans la formation des professeurs des écoles sur l'éducation physique et sportive. Donc on est sans moyens. Et donc c'est plus facile de faire de l'activité physique quotidienne. Olivier Giraud. Pour moi, et c'est la formation que j'ai commencé lorsque j'étais sportif de haut niveau, j'étais à l'UFR-STAPS. À la quoi, pardon ? À la Cretel, pour la formation des professeurs d'EPS. Ouais, Donc c'est une formation que j'ai faite. Beaucoup de mes amis y sont. Il y a 35 000 professeurs d'EPS. C'est-à-dire que on confronte souvent, finalement, les entités, parce que finalement, pour la primaire, c'est l'UCEP, c'est une autre fédération. Nous avons bien sûr le second degré, les collèges et les lycées, et qui va à l'université. Ce que je prône, c'est que nous devons nous rassembler, parce que ces enfants, qu'ils soient en primaire ou dans le secondaire, ce sont les enfants de la République, ce sont les mêmes. Donc nous devons nous mettre d'accord pour que cette filière soit mieux ajustée, parce que la vraie problématique, c'est que il y a 20 ans, il était facile de récupérer un enfant, de le remettre au sport. Il arrivait en 6e, tout n'était pas perdu, il marchait. Aujourd'hui, depuis le Covid, et même avant, avec les applications, le digital, ces enfants, ils sont de plus en plus difficiles à récupérer. Et que finalement, nous n'avons pas ce problème à l'UNSS parce que nous avons 1 200 000 enfants sur 5 millions. C'est-à-dire que je ne vois pas de problématique sur les enfants que nous avons. Je vois le gouffre qui est en train de se créer entre les enfants. Et ça, c'est important. Ça veut dire que aujourd'hui, je n'ai pas envie spécialement que ceux qui sont déjà concernés par l'éducation physique et sportive et par l'UNSS fassent plus de sport. Pourquoi pas, s'ils le désirent? Et ça, il y a des associations pour ça après. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ne sont pas concernés aujourd'hui. Et ceux-là, pour moi, ils sont en danger. Alors, pour ceux qui nous rejoignent sur Europe 1 et qui écoutent notre débat, nous parlons de la place du sport à l'école. Et comme le dit justement Olivier Giraud, en faire la pierre angulaire de la citoyenneté de demain. On en parle avec Coralie Bénèche également, qui est co-secrétaire générale du SNEP FSU. Alors, il y a le phénomène, je le disais tout à l'heure un peu, le phénomène JO. Alors, il y a les JO 2024, et là, tout d'un coup, tout le monde... Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Coralie Bénèche, que tout d'un coup, il y a eu un marqueur, un coup de stabilo-boss en disant, tiens, voilà, on va tous se remettre à parler de ça parce que c'est important? C'est vrai que ça arrive un petit peu... Alors c'est une formidable occasion, bien sûr, les Jeux Olympiques, mais peut-être il faut s'en occuper un petit peu plus tôt. C'est-à-dire que la place de l'EPS et du sport, c'est pas juste à 1 an des Jeux Olympiques, ou à 2 ans même, qu'il faut s'en occuper, c'est tout le temps. Et en plus, il y a énormément d'études qui sont sorties ces derniers temps, qui ont été publiées sur la baisse des capacités cardio-respiratoires des enfants, sur l'augmentation de la sédentarité, du surpoids, de l'obésité, avec des grosses inégalités sociales d'ailleurs sur ces dossiers-là. Et donc, pour nous, le problème, c'est que maintenant, il faut en faire un sujet pérenne pour qu'on puisse parler de l'EPS. Et on y arrive ? On y arrive. Je pense que ça va être... En fait, le problème, c'est de trouver les bonnes solutions. Et en tout cas, pour nous, les solutions qui sont proposées aujourd'hui, que ce soit l'activité physique quotidienne, que ce soit les 2 heures de sport en plus au collège, ou que ce soit les 5000 installations sportives, parce qu'on pourra en reparler du type d'installations sportives qu'on crée, ce ne sont pas des réponses adaptées aux phénomènes qui existent aujourd'hui. Vous vouliez parler des installations sportives. Qu'est-ce qu'il y a en fait, d'important sur ce sujet? Ce qui est créé aujourd'hui, ce sont essentiellement des installations sportives de proximité. C'est très bien, mais ça ne correspond pas à ce que nous, les professeurs d'EPS, pouvons utiliser pour nos élèves. Qu'est-ce que vous appelez une installation sportive de proximité, pardonnez-moi? C'est les petits cities où vous faites du 3-3 au basket, c'est tout ça, les skateparks, tout ça. Et c'est ça essentiellement sur les 5000 installations sportives qui sont créées, qui sortent de terre. Il y a très peu de nouvelles installations sportives en tant que telles, c'est-à-dire un vrai terrain de handball, voilà. Parce que ça coûte beaucoup plus cher. Parce que ça coûte beaucoup plus cher, mais en même temps, c'est ce dont les élèves ont besoin pour pratiquer et à l'école, et aussi derrière dans les associations sportives, quelles qu'elles soient, que ce soit à l'UNSS ou que ce soit dans les fédérations sportives de manière générale. Et ça, tant qu'on n'aura pas investi et pensé à ça, on n'avancera pas sur la question du sport. Alors sur les installations sportives, je ne peux qu'abonder. Mais par contre, il faut savoir à qui elles appartiennent, ces installations sportives. Aujourd'hui, c'est avec les territoires que nous devons discuter, pas avec l'État. Pas avec l'État. Et nous avons cette particularité à l'UNSS d'avoir dans notre conseil d'administration un représentant des départements de France. Et en fait, c'est cette particularité, complexité du sport français qui est à la fois
bonne et qui peut être problématique, c'est que il va falloir qu'on apprenne à parler ensemble parce que en fait finalement c'est classé en silo. Il y a la partie politique qui est importante, la politique territoriale est très importante, la partie économique aussi, mais aussi ce qu'est la fédération UNSS et ce qu'est le sport scolaire. Et je pense que la chose la plus difficile pour le sport scolaire, c'est de ne pas se raconter. Ouais. Ça veut dire qu'il a des qualités énormes, un savoir-faire juste hallucinant. Un professeur de PS, c'est très peu dit, mais il a bac+5. C'est la psychologie de l'enfance, c'est la diététique. Ça veut dire qu'il a des choses à apporter à l'enfant dans son éducation républicaine et sportive très importante, mais qui le sait. Et aujourd'hui, la vraie nécessité, on peut se servir des jeux pour ça, c'est de faire savoir enfin la puissance de cette fédération, de ces 37 000 professeurs de PS que nous avons, pour en faire un moteur pour l'avenir. Et qu'en fait, finalement, moi, quand je suis arrivé à l'UNSS, la première image qui a été, je l'ai vue, et c'était normal, je m'y attendais. L'Union nationale de sport scolaire. Voilà. La première chose à laquelle j'étais confronté, on avait l'impression que c'était le mouvement sportif qui venait se mettre dans ce sanctuaire qu'est l'école et que je considère être un sanctuaire. Non, au contraire, c'est cette connaissance et cette passerelle que je peux faire avec le mouvement sportif qui peut encore plus faire savoir ce qu'est cette fédération et qu'elle soit vraiment utile et mise au centre des débats. Ce qui est important, et vous le soulignez, et je pense que Coralie Bénèche sera d'accord, c'est que alors, la phrase qui m'a un peu presque terrifié, c'est quand vous avez dit il faut qu'on apprenne à se parler, à dialoguer ensemble. Ça veut dire que pour un truc qui doit être, j'allais dire, essentiel pour l'enfant, pour les jeunes, il y a quand même une sorte de barrière administrative dans le sens où les fédérations doivent s'entendre entre elles, les collectivités locales doivent s'entendre avec l'État, tout le monde doit prendre une décision et tout ça, ça prend, j'imagine, du temps, beaucoup de dialogue, beaucoup de bruit pour rien, j'allais dire. Coralie Bénèche. Oui, alors, encore une fois, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que la première chose, quand on parlait tout à l'heure d'investissement et des collectivités, notamment dans l'investissement sur les installations sportives, c'est vrai. Mais par exemple, nous, on demande à ce qu'il y ait un vrai investissement de l'État. Et aujourd'hui, on sait très bien que les collectivités, elles sont aussi... il y a eu des subventions, tout a été baissé, et du coup, c'est de plus en plus compliqué. Et nous, on pense vraiment que l'État, justement, on parlait de la nation sport... Emmanuel Macron avait parlé de nation de sportifs, de nation sportive. Dans ces cas-là, il faut vraiment prendre la mesure et investir, et que l'État investisse, qu'il y ait en tout cas des investissements... Juste une question comme ça, parce que on parlait justement de la culture américaine. On attend toujours beaucoup de l'État. Il n'y a jamais des mécènes qui sont là pour fournir des stades, pour dire tiens voilà. Alors effectivement, l'autre jour, Monsieur Arnaud a donné 10 millions d'euros au Resto du Cœur et il a été critiqué notamment par certains. L'Oxfam qui a dit on ne veut pas des miettes de Monsieur Arnaud. On marche sur la tête là. Ça donne pas envie aux autres de venir parce que en fait moi, je dis, toutes les choses sont bonnes. C'est-à-dire qu'on peut critiquer les 2 heures de sport, on peut critiquer les 30 minutes d'APQ, mais c'est faut vraiment qu'on n'appelle pas ça APQ, parce que c'est très laid comme oui, c'est très laid, mais on en a d'autres, des acronymes qui sont pas terribles non plus, mais il faut initier des choses, et comme je le dis, ce livre, c'est pas la pensée unique d'Olivier Giraud, c'est que ce que je veux, c'est que ça puisse être débattu. Et il est temps de débattre de ce qu'est le sport français, de ce qu'est le sport à l'école. Et je vous remercie. Et je vous en remercie. Et que finalement, ces débats, il faut initier des choses. Elles sont initiées, elles peuvent être critiquées, mais à partir de là, nous pouvons les améliorer. Donc moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Oui, mais nous aussi à Europe 1, on voit le verre à moitié plein. Et c'est pour ça qu'on fait des débats constructifs. Coralie Bénèche. Je voulais revenir un petit peu sur l'ensemble et sur tout ce qui concerne les dispositifs existants, notamment aujourd'hui au sein du système scolaire. Parce que Olivier Giraud parle de l'UNSS. Aujourd'hui, il faut savoir que les professeurs d'EPS ont tous l'obligation d'animer l'association sportive. Et ça, ce qu'on appelle le service public du sport scolaire, c'est un formidable outil de démocratisation du sport. Et c'est un formidable outil de lien après pour emmener des élèves les plus sportifs et les moins sportifs vers de la pratique ultérieure et en dehors. Et cet outil, donc c'est plus d'1 million d'élèves licenciés et c'est plus de 40% de femmes, si je ne m'abuse. Oui, et donc ça, on a besoin aussi d'investir. Encore une fois, c'est
à l'État aussi d'investir. Alors, il y a eu beaucoup de rapports de la Cour des comptes qui critiquent aussi cet aspect-là de forfait de 3. Parce que c'est sur le temps, c'est sur les obligations réglementaires de service des professeurs d'EPS. Et donc, toutes les semaines, c'est un forfait de 3 heures. Je peux vous garantir que c'est parfois beaucoup plus. Et sur les déplacements. Voilà. Ouais. Et donc, mais c'est un formidable outil de démocratisation du sport parce que c'est quasiment rien en termes de paiement. Il y a des aides et donc tous les élèves, je dis bien tous les élèves, peuvent y accéder. C'est la licence la moins chère de France, elle est à 20 €. Nous aurions pu l'augmenter parce qu'aujourd'hui, la crise énergétique est là. La moitié il y a encore 5 ans, un tiers de notre budget était sur les transports. Aujourd'hui, c'est une de nos grosses problématiques et nous trouvons des solutions annexes pour y pallier. Aujourd'hui, c'est devenu la moitié du budget parce que la rencontre, c'est le plus important chez nous, que les élèves puissent se rencontrer. La particularité de l'école, c'est qu'elle est présente partout. Alors, elle est présente en ruralité, elle est présente dans les quartiers prioritaires. Et c'est le dernier endroit sanctuarisé où n'importe quelle jeune fille peut faire le sport qu'elle désire. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, parce que on sait que l'école cherche des profs, ça c'est vrai dans l'école publique, c'est vrai dans l'école privée sous contrat. Est-ce qu'il y a encore une forte demande pour les profs d'EPS? Est-ce que les profs d'EPS sont là? Est-ce que ça fait encore rêver ce métier-là? Est-ce que, voilà, Coralie Bénèche? Oui, nous on a les chiffres. C'est sûr que c'est pas, pour l'instant en tout cas, le CAPEPS, pour être professeur de PS. Le CAPEPS. Donc c'est le après concours. La PQ, le CAPEPS. Non mais c'est vous avez décidé de me balancer des acronymes aujourd'hui. On est dimanche soir, c'est pas très sympa pour tous ceux qui nous écoutent dans leur voiture, qui reviennent un peu de... Le concours pour être professeur de PS, qui s'appelle donc le CAPEPS. Je ne ferai pas le... Et donc, on a un peu moins de candidats. On commence à être en perte de candidats depuis 2 ou 3 ans, mais on fait le plein. Nous, on n'est pas... Il y a bien sûr une crise d'attractivité de manière générale, mais en tout cas, aujourd'hui, il reste encore un certain nombre de jeunes qui passent le concours. Et le niveau, vous pouvez voir partout, le niveau est très élevé. Et donc, il n'y a pas encore, l'EPS n'est pas encore touché par une crise de recrutement. Alors, pour une raison aussi simple et j'étais aux journées Aix en Provence où il y avait le secrétaire général de votre syndicat, mais Total. Et en fait, tout est englobé dedans. Ça veut dire que les problématiques scolaires sont totalement englobées. Alors que l'EPS n'est pas, pour moi, touché par cela. Tout simplement parce que les salles de classe, comme je dis, des matières régaliennes, les maths, le français, pendant 50 ans, elles n'ont pas changé. Il y a toujours un professeur au tableau et des élèves sur une chaise. L'EPS n'est pas là. Elle n'en est pas là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles pratiques sont intégrées. Nous avons des programmes totalement novateurs. Totalement novateurs. Elle fait la moue. Oui, mais c'est aussi ça la discussion et le débat. Ça veut dire que c'est une profession qui a évolué et qui écoute les élèves aussi, les attentes des élèves. Bon, en tout cas, il faut lire votre livre pour se faire une idée, Olivier Giraud. Le Sport Power, c'est aux éditions Débat Public. Merci à vous, Coralie Bénèche.